exceptionnel nous attend. Un retour tant espéré, un visage qui a marqué notre mémoire. Un homme dont la voix, le style et le charisme ont fait rayonner les plateaux. Il y a 15 ans, il s'est éclipsé du monde médiatique, laissant une absence que beaucoup d'entre nous ont ressentie. Mais ce soir, il revient. J'aimerais que vous fermiez les yeux un instant et que vous repensiez à ce moment-là. Il y a 20 ans, quand l'homme à la parole limpide foulait les planches, quand il était à l'antenne, quand ces mots résonnaient dans nos salons, nos esprits, nos débats, il portait une présence naturelle, un langage vivant, une verve qui enchantait et fascinait. Il savait captiver, emporter l'auditoire, poser les questions fortes, faire vibrer la réflexion. On l'aimait, on le respectait, on l'entendait et il est resté dans nos souvenirs, telle une figure emblématique. Les téléspectateurs l'aimaient, les invités le redoutaient, non pas par peur, mais par le jeu intellectuel qu'il installait. Il savait déstabiliser avec finesse, pousser à l'exploration, réveiller des idées. Que s'est-il passé pendant ces années d'absence? Où était-il exactement? Pourquoi ce silence? Ce soir, il revient, non comme un fantôme du passé, mais comme une force renouvelée, prête à reprendre sa place et à illuminer à nouveau les scènes de l'information, de la réflexion et du débat. Comme il me le disait, Océane, je ne reviens pas pour évoquer le passé, mais je reviens pour construire le présent. Chers amis, préparez-vous à accueillir celui qu'il y a 20 ans qui faisait rêver, inspirer les générations, celui-là même qui a remporté le prix du meilleur journaliste ivoirien, le Super Ebony de 2005 est là. Ce soir, il revient, il arrive pour rester, pour rayonner, pour donner encore à entendre ce génie de la parole. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons chaleureusement le CFA national, le C comme le Claude, le F comme le Franck et le A comme le Aboud. Claude, Franck, Aboud. Sous votre attention, s'il vous plaît. Merci. Alors, cette rose marque maintenant la prise de territoire. C'est à toi de le prendre. Franck Aboud, le grand retour, je te remets ce micro en honneur de mon grand-père Boubacar Kanté. Félicitations à toi et bienvenue à Toutes les cités en parlent. Merci. Merci les filles. Merci beaucoup. Que d'émotion. C'est vrai que 15 ans, c'est pas rien. 15 ans loin du feu sacré de l'antenne, le feu sacré des caméras, le feu sacré de la télévision, ça marque. Mais je reviens parce que je suis bien entouré. Ces jeunes filles qui sont du staff des chroniqueurs de cette émission, mais accrochez-vous bien, car désormais, ça va être Toute la cité en parle, générique. La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parlait.
force à vous forcer, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonjour Franck, je te souhaite une très bonne première émission. Merci Patrice. Patrice Diao, le poids de l'amitié, de la reconnaissance. Merci Patrice. Merci à vous aussi qui nous regardez de par le monde. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Toute la cité en parle. C'était un talk show d'1h30. Un talk show qui va mélanger avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, l'actualité, le showbiz, le leadership, le management, la culture, la société, le sport. Tout cela, ce sera pour vous. Et comme je parlais à l'instant d'actualité, eh bien, voici la première rubrique de cette émission qu'on appelle l'actualité au pas de course. Alors, je suis d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Ce soir, j'ai du bon chocolat dans ma tasse. C'est bon, hein, le soir, c'est bon de prendre le chocolat de Côte d'Ivoire, ça fait du bien. Et juste, vous me perdez juste une petite gorgée. Après, je reviens à vous tout de suite. C'est bon le chocolat de Côte d'Ivoire. L'actu au pas de course, ce soir, l'actualité se conjugue avec le mot manifestation. Manifestation des jeunes à Madagascar, manifestation en France, manifestation au Maroc, manifestation au Népal, et tout cela, pour en parler, je reçois mes collaborateurs que sont Noël Boli. Noël, bonsoir. Ouais, impeccable. Vous allez? Impeccable. Dommage, pas de tasse pour vous, pour ce chocolat de Côte d'Ivoire qui est très bon. Ce sera la prochaine fois, non? Ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Dieu-le. On va le dire. Toujours. Bien sûr. Le cacao de Côte d'Ivoire, il est très Il est bon. très bon, il est très bon. J'ai reconnu mondialement, il est très bon. Je vous le conseille. Christian Begré. Le suivant. Salut Christian. Alors je disais donc l'actu ce soir se conjugue avec la lettre M comme manifestation. Et manifestation, il y a quelques jours en France, Noël. Bien sûr. Les Français manifestent, pourquoi? Oui, enfin, il y a quelques jours, les Français ont manifesté, parce que c'est vrai que la grève a été reconduite encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle n'a pas porté trop d'effet, parce que la France, ils ont changé de Premier ministre, parce qu'à l'époque, c'était François Bayrou, maintenant, c'est plus François Bayrou, c'est Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, mais il faut savoir qu'en France, il n'y a toujours pas de gouvernement, c'est quand même chose rare, mais en tout cas, il est en train de tout faire pour mettre en place ce gouvernement, et la manifestation portait justement sur le coût de la vie qui devenait cher, parce qu'ils avaient l'austérité, enfin, l'austérité, quand il le dit, c'est un caddie où il y a tellement de choses à l'intérieur. Effectivement, l'austérité, c'était la retraite, parce qu'ils ont commencé à vouloir toucher la retraite, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y avait un projet de budget pour l'année 2026 qui était de 40 milliards, donc il fallait aller chercher les sous un peu à gauche à droite. Donc du coup, ça créait un petit peu le remous dans le public et dans la population française, mais je pense que Sébastien Lecornu est en train de tout faire pour que ça revienne au calme. On retient qu'ils sont dans la rue, les Français. Ils sont également dans la rue, les jeunes Marocains. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils sont dans la rue, les jeunes Marocains. Il faut savoir que c'est le mouvement Gen Z, la génération Z qui est apparu en 2000, un boom numérique qui transcende les frontières. Il n'est pas nationaliste, mais ce sont des questions sociales qui sont au cœur de ce mouvement et il se propage un peu partout. Il s'est propagé au Népal, il est arrivé au Maroc. Alors, qu'est-ce que les Marocains veulent? D'abord, ils estiment que les dépenses pour la Coupe du Monde sont exorbitantes au détriment des questions de société, des questions
questions de santé et même des questions prioritaires, des questions vraiment la vie quotidienne, primordiales. Oui. Et aujourd'hui, cela menace même la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. On le sait, le Maroc est bien positionné pour organiser une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Les populations ne sont pas contentes et le gouvernement ne sait pas quoi faire. Voici en réalité ce qui pose le véritable problème au Maroc. Ils ne sont pas contents au Maroc, ils ne sont pas également contents à Madagascar. Ils ne sont pas contents à Madagascar. Les jeunes, on va dire, ouais. Et le problème à Madagascar, ouais. c'est la coupure d'eau et d'électricité de façon intempestive. Dans plusieurs pays, il y a eu des manifestations. Les populations ne sont pas contentes. Aux dernières nouvelles, le gouvernement d'Andir Ajoelina a été dissous et il a même été demandé à ceux qui voulaient postuler pour des postes au gouvernement de passer par LinkedIn et des réseaux sociaux. Joli, ça, hein, Et ça fait marrer vraiment la population qui estime que le président est corrompu, son gouvernement est corrompu, son système est corrompu. Et c'est tout ça le mouvement Gen Z. Et je le rappelle que ce mouvement a déjà pas emporté, mais je veux dire, c'est déjà propagé au Pérou, au Kenya, en Indonésie, et des signaux sont en train d'apparaître aux Philippines et au Timor oriental. Et on le dit aussi, il y a quelques temps, c'était au Népal, Oui. où pour des réseaux sociaux coupés... Justement, au Népal, le mouvement Gen Z s'est ancré au Népal et le président Shamar Oli a été obligé également de revoir également son gouvernement. On a vu même le ministre même des Finances qui a été poursuivi sur la rivière. Alors, il y a beaucoup de problèmes au Népal et le mouvement Gen Z, je le rappelle, est parti du Népal et s'est propagé dans tous ces pays. On se croirait peut-être en 68 avec le mouvement... 68 arts. 68 arts, non ça recommence peut-être. On n'espère pas quand même. On espère que la compréhension des uns et des autres fera date et qu'on trouvera des solutions pour parer à ces différents problèmes qui subsistent ici et là, dans le monde. Je voulais juste ajouter que déjà au Maroc, il y a 3 morts. Des morts à la suite de ce que vous disiez, justement, de ces manifestations. Et puis, avant de partir, on l'a dit, dans toute la cité on parle, on aura des oreilles un peu partout dans le monde. On commence par notre oreille au Cameroun et notre représentant Prince nous fait un premier signal ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravis nous sommes de vous avoir, chers téléspectateurs. Toute la cité en parle. Nous sommes au Cameroun, voyez-vous, Yaoundé la capitale, et nous sommes très heureux de participer à cette première, on va dire la grande première, de cette grosse production à Mondovision. Voyez-vous, je suis donc à votre service, le prince du show et du biz et des IP. Je suis le chef de bureau Afrique de l'agence de presse Camer Film. Chaque 2 semaines, je vous donnerai l'actualité des industries culturelles et créatives en Afrique, voyez-vous. Et aussi, on parlera un tout petit peu politique. Toute la cité en parle, chers téléspectateurs. C'est donc des exclusivités que nous allons vous proposer chaque 2 semaines, dans votre programme en tout cas. Notre correspondant au Cameroun, il va couvrir toute l'Afrique du centre, l'Afrique centrale. Oui. Il s'appelle Prince. C'est bon, non, d'avoir des oreilles partout, non? Oui, c'est super intéressant parce qu'on sait que l'industrie créative se développe, s'affirme de plus en plus. Les artistes africains s'affirment de plus en plus à l'international. Donc il faut couvrir cette actualité et la soutenir. Et pour l'Europe, on aura un grand journaliste italien qui s'appelle Laurent Debailly. Il est italien, il a été nominé à plusieurs reprises, même lauréat à plusieurs reprises, et d'origine ivoirienne. Il s'agira de découvrir l'Europe pour toute la cité en parle. Le temps juste de laisser partir Christian pour ce soir. À tout à l'heure, Christian. À tout à l'heure. Oui. Noël, vous restez avec nous, mais vous prenez place autour du Furtif Blanc. Ok. Furtif Blanc. Avec plaisir. Et moi, je vous retrouve juste après ceci. Eh bien Noël, le Furtif Blanc, c'est celui-là. Hein. Tout à fait. C'est le nom de notre plateau, hein, le Furtif Blanc. Tout à fait. Ça rappelle quoi déjà? Ça rappelle les avions de chasse américains, c'est ça? Les bombardiers américains. Tout à fait. C'est ça le Furtif Blanc. On bombarde personne, hein? Non, on bombarde personne. Juste et on n'a pas l'intention de bombarder quelqu'un. L'information, d'accord. Parce qu'il faut le préciser, ça. Toute la cité en parle, il y a des rubriques. Après ce qu'on vient de suivre, l'actu pas de course, c'est au même pas de course, nous allons recevoir des invités. Là, ce sera pour ouvrir l'œil de la cité, qui ce soir s'intéressera à l'harcèlement sexuel en milieu scolaire. C'est vrai qu'on s'est habitué à ça peut-être. Il y a des jeunes filles au collège, au lycée qui sont enceintes, c'est pas normal. Il faut en parler pour que la sensibilisation soit forte
Et ce soir, on va en parler, et ce sera avec nos invités. Mais le thème, avant de les recevoir, retenez-le, c'est le harcèlement sexuel en milieu scolaire. On va d'abord recevoir les invités, puis après, on va en parler. Je reçois d'abord Madame Charlène, elle est spécialiste des ados. Bonsoir Charlène. Bonsoir Franck. Vous allez? Très bien, merci. Bonsoir. Les ados, c'est votre affaire, hein? Ah oui, si. C'est ma communauté, c'est mon groupe. Qu'est-ce qu'ils... D'accord, Noël. Oui, bah oui, sa communauté, son Bienvenue groupe. Charlène. Merci. Avec vous, on aura Dr Yeboué, enseignant à l'université de Daloa, sociologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir Franck. Bonsoir. On s'asseoir ensemble pour jeter un coup d'œil critique sur ce phénomène qui devient banal, mais qui n'est pas rien. Hein. On va suivre ensemble cet élément qui va nous poser le décor, puis après on en parlera. Depuis avant-hier, je t'appelle, ton téléphone ne fonctionne, tu ne prends pas. C'est qui, s'il vous plaît? Martin Bonaventure. Ah, d'accord, monsieur. Mon téléphone, il était chez mon père, on me l'avait pris. Ah, donc ça, c'est pas la peine de t'appeler, c'est ça? Pardon? Non, on là... peut plus t'appeler donc? Non, là, ça va. Alors, je te fais un message, je te fais un dépôt de SMS, là, tout à l'heure. Non, c'est pas nécessaire, ça va? Non, on peut s'écrire, non? Non? Non, on peut pas s'écrire. Si vous voulez, vous pouvez parler. Alors, non, attends. Ça veut dire que dès que, quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, c'est ça? À partir d'aujourd'hui? Non, pas forcément, parce qu'après... Non, dis-moi les gens que je peux être en contact avec toi. Je ne sais pas exactement, mais pas la nuit, en fait. Pas la nuit? Oui, 17h jusqu'à 23h, c'est pas la nuit, en fait. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Donc, de 7h jusqu'au moins 12h, on peut s'appeler, c'est ça? Oui. Tu as mémorisé ce numéro-là? Non. Tu ne peux pas le prendre. Tu le prends à la fin. Ok. Daniel? Monsieur? Je t'en prie, ma chérie. S'il te plaît, je t'aime beaucoup. Pardon. Fais-moi plaisir. En fait, je comprends pas. Quelle est votre demande exactement? Je veux partager la moitié de ma vie à côté de toi. Hein? Mais monsieur, vous voyez pas que c'est un peu trop... C'est un peu de trop, vraiment. Un peu de trop, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que moi, je suis encore petite, vous êtes déjà assez grand et tout. Moi, je fréquente à l'école encore, vous êtes les superviseurs de l'école. Donc, entretenir une relation, vous voyez pas que c'est pas digne. Daniel? Oui? Tu n'as pas compris, donc, l'expression que je t'avais donnée le premier jour. Tu n'as pas compris mon sentiment. C'est lequel, en fait, j'arrive toujours pas à comprendre parce que cette histoire m'embrouille. Oh là là, Daniel, tu es une fille, non? Une fille à côté d'un homme, c'est quoi? Ah, c'est une fille. Vous voulez voilà, donc, s'il te plaît, tu as bouleversé une moitié de ma vie, Daniel. Tu m'as tellement trop séduit que je n'arrive pas à être loin de toi. Moi, je vous ai séduit. Tu m'as séduit, hein? En quoi faisons, monsieur? En quoi faisons? Comment? En quoi faisons? Je suis une élève normale comme tout le monde. Je viens à l'école, je vais, et puis voilà, quoi. Daniel, monsieur? S'il te plaît, maman, s'il te plaît, comprends mon émotion. Comprends-moi. Vraiment, comprends-moi ça. Ça fait longtemps que je te connais, je t'ai jamais parlé comme ça, et je veux que tu vives avec moi, c'est tout. Daniel? Je ne sais quoi vous dire, monsieur, parce que ce que vous me demandez, c'est presque impossible. C'est pas presque impossible, c'est impossible. C'est impossible, hein? Oui. Ah, Daniel, je te croyais pas comme ça, hein, Daniel. Mais que voulez-vous que je fasse exactement? Parce que votre demande m'a l'air un peu trop, en fait. Non, Daniel, comprends-moi. Comprends-moi que tu m'as tellement trop séduit que vraiment je n'ai pas résisté même de te le dire. J'étais obligé de dire ça parce que vraiment je ne peux pas garder trop, sinon je vais éclater. Je sais pas quoi vous dire, monsieur, je sais pas. Ah, Daniel, s'il te plaît, Yaya, s'il te plaît. Vous voulez quoi de moi exactement? Monsieur, est-ce que vous êtes conscient que moi je n'ai que 17 ans? Ah, Daniel, moi je ne vois pas l'âge. Moi je vois ce que je peux faire à côté de toi et ce que tu peux faire à côté de moi, Daniel. Et quels sont ces trucs que vous pouvez faire pour moi? Oh, Seigneur Jésus. Daniel, je ne savais pas que tu pouvais me parler comme ça, hein, Daniel. Mais monsieur, je veux savoir en fait. Je ne peux pas rentrer dans un terrain glissant où je connais rien. Daniel, tu ne connais pas encore les hommes? Non. Hein? Non.
Tu dis vrai? Mais non. Je vous dis vrai. S'il te plaît, Daniel. Bon, donc le premier homme que tu vas connaître, c'est moi. Seulement comme ça. Bon, monsieur, expliquez-moi un peu parce que je comprends pas. Que voulez-vous de moi exactement? Daniel, je recharge le crédit et puis j'ai le temps de te parler. Je recharge. D'accord. Alors, c'est une interview carrément exclusive, on va dire. Oui. C'est un éducateur, enseignant, qui drague ouvertement son élève. Ça, comment on appelle ça, Charlène? Du harcèlement. Harcèlement sexuel. Si, effectivement. Harcèlement sexuel en milieu scolaire même. Milieu Voilà. scolaire. Voilà. Docteur? Oui, c'est bien du harcèlement sexuel et l'environnement, c'est l'environnement scolaire. Et la fille a 17 ans. Tout à fait. Mineur. Le monsieur, on s'en bat. Hein, enfin... Bon, on imagine que on imagine ce qu'il a. S'il est déjà un éducateur, c'est qu'il est majeur. Voici un problème qu'on ignore pratiquement. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres, les grossesses en milieu scolaire, c'est-à-dire collège et lycée, c'est au-delà de 500 par an. Tout à fait. C'est un phénomène inquiétant pour l'éducation. Ah oui, un phénomène vraiment inquiétant pour l'éducation, surtout pour l'éducation de la jeune fille. Vous voyez, lorsqu'elle va contracter une grossesse, c'est tout son environnement scolaire qui va malheureusement s'arrêter. Et c'est un phénomène, un fait qui se doit d'être véritablement mis sur la place publique pour toucher du point du doigt les réalités, les causes, mais tout aussi bien les conséquences sur nos jeunes filles. Charlène Bonny, vous êtes donc coach adolescent, ça veut dire. Quelle est votre première réaction quand vous voyez ce genre de choses? Beaucoup de révoltes, déjà, par rapport aux figures d'autorité qui sont censées protéger. Aussi de la tristesse pour ces jeunes filles qui sont en situation de faiblesse, je peux dire ça comme ça, de vulnérabilité. Et puis c'est un peu mitigé déjà, je ne sais pas trop l'implication du corps administratif aussi quand même. Je me dis quelque part ça se voit, donc est-ce que là encore je dois être révoltée ou bien triste pour eux? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à voir, il y a quelque chose qui n'arrive pas à encadrer, il y a quelque chose qui n'arrive pas à organiser. Et là quand même pour une école c'est un peu pénible de penser que les choses se passent comme ça là. Dans le Boli, un paysage ainsi relaté, est-ce que ça peut inspirer pour un homme, un parent d'élève, je veux dire? Du coup, on a un petit peu peur de voir ça, surtout qu'on a nos filles qui sont dans des écoles. Mais en même temps, ce que j'ai envie de poser comme question derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un cadre juridique qui réprimande justement ce genre de situation? Le cadre juridique, oui, il est posé, mais attention. Nous avons au niveau du Code pénal ivoirien, voilà, une loi qui punit toutes les personnes, qui punit le harcèlement sexuel. D'accord. Mais au niveau de la loi de l'éducation, il n'y en a pas. Voilà, donc du coup... Il n'y a pas une loi précise pour ce genre de cas. Effectivement. Donc la loi va condamner toutes les personnes qui, dans le cadre de leur autorité, de leur fonction, conditionnent un acte ou bien un service à l'obtention de faveurs sexuelles. Voilà, alors donc à partir de là, on estime que cette personne, c'est une figure d'autorité, donc comme un encadrant, ou bien un enseignant ou un administrateur d'école. Voilà, donc il est passible de ces peines-là qui va de 1 an à 3 ans de prison. Voilà, déjà, et puis 360 000 à 1 million d'amende. Voilà. D'accord. Docteur Yeboé, au niveau social, est-ce que c'est normal ce phénomène? Si oui ou non, c'est quoi l'origine? Qu'est-ce qui permet ça? Ce phénomène-là n'est pas normal. Mais comme il faut si bien le dire, l'école n'est que le reflet de la société. L'école n'est que le miroir de la société. Et la société et certains agissements vont se transposer au niveau de l'école. Et au niveau de notre société, nous avons tendance à banaliser le fait d'affirmer ses sentiments à une fille. Voyez, et elle n'a pas le droit de dire non ou d'opposer un refus qui se doit être catégorique. On dira dans le jargon ivoirien, ah mais ce n'est qu'une simple drague, tu exagères. Aussi, tu n'es pas la première ni la dernière. Vous voyez. Voilà. Et malheureusement, les causes sont bien profondes. Vous voyez, elles partent même de l'éducation et même de la culture, voilà, faite pour les jeunes garçons, mais aussi bien pour les jeunes filles, qui sont bien, malgré elles, contraintes à une certaine forme de silence coupable.
Vous voyez. Est-ce que, en tant que parent, on n'a pas envie de crier son haut là devant un phénomène pareil? En fait, c'est logiquement, l'enfant va à l'école, pas pour ça. En fait. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, là, pardon Franck, j'aimerais bien revenir quand même sur un fait bien précis. Est-ce qu'en même temps, ça ne remet pas en cause toute notre culture un petit peu ancestrale qu'on reconduit dans certaines contrées africaines en disant qu'on a le droit, on peut se marier avec une fille de 17 ans. Est-ce que ça, dans l'entendement, de façon, j'ai envie de dire, de façon, peut-être de façon... comment on peut le dire en général, on va dire. Enfin, non, pas en général, mais de façon inconsciente, est-ce que ça ne nous pousse pas à pouvoir faire des avances, justement, à une gamine de 17 ans? On ne se dit pas, la gamine de 17 ans, aujourd'hui, dans certaines villes, elle se marie. Donc, pourquoi pas lui faire ce genre d'avance? Déjà, je vais peut-être choquer, mais il faut bien reconnaître que notre société elle est un peu machiste. Elle fait, comme je l'ai dit, la part belle aux hommes. Vous voyez. Et dans certains de nos traits culturels, de nos traditions, la femme ne joue qu'un second rôle, qui est un rôle de reproduction. Et vous voyez, elle se doit de se laisser faire face à ce genre de situation. Mais nous vivons aussi dans une société qui est régie par des règles, par des lois, par des normes. Le mariage, il se fait avec une personne qui est majeure. Vous voyez, si deux personnes mineures qui se mettent ensemble, c'est avec un consentement. Mais lorsqu'une personne majeure fait des avances à une personne mineure, qui plus est dans le milieu éducation, école, là, il y a un gros problème. Il a une mission, ce monsieur, c'est d'éduquer la jeune fille. Oui, tout à fait. Pas de la rendre femme tout de suite. Oui, quand même. Mais non, il ne compte même pas la rendre femme. Il explique clairement, on entend qu'elle est déjà femme. Voilà, c'est comme ça qu'il la voit. 17 ans, bon, lui, après, est-ce qu'il voit vraiment l'âge? Tant qu'elle a tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, ben voilà, pour lui, on y va. Hein. Il n'y a pas de souci avec. Il a de quoi crier son ras-le-bol, sa colère devant de tels phénomènes. Avant quand même terminer sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'il faut faire? À la loi, certes, mais à la pratique, on fait quoi? Allez. Alors, déjà, il faut créer un cadre de parole avec des agents qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont dans l'école. Voilà, pour que la personne, l'adolescente, ou bien l'adolescent même aussi, hein, attention, hein, voilà, les deux gens sont concernés, se sentent en sécurité quand ils parlent. Ensuite, il faut aussi partager les responsabilités. Donc déjà, la formation aux encadrants, aux enseignants, qu'ils comprennent comment limiter leur accès même à l'enfant. Parce qu'on a des encadrants, des éducateurs qui sont très proches. Limite, il y a des affinités qui ne devraient pas. Après aussi, les parents. Ne pas minimiser quand même ce que l'enfant dit. Parce qu'il y a du recul quand l'enfant va parler à ses parents et qu'on dit « Oh, mais enfin, toi, c'est même pas possible qu'on fasse ça. Qu'est-ce que tu racontes ?» Donc, c'est clair que l'enfant... On n'écoute pas les enfants. Oui. On ne les écoute pas. Il faut les écouter, les enfants. C'est ce qui est dommage. Et puis, vivent un calvaire, quelquefois, il faut les écouter. Ah oui, si, beaucoup. Mais sans cela, parle de la parole avec les psychologues, bien entendu. Psychologues, des cellules d'écoute à l'école, tout ça, voilà, que les enfants expriment. Si, des accompagnateurs qui pourront le faire. Et puis aussi, il faudrait que les parents arrivent à capter les petits signaux qui ont l'air faibles, un peu comme une adolescente qui change de chemin quand elle rencontre un encadrant, ou bien, voilà, qui n'a même pas envie d'aller à l'école, qui fait d'avoir mal au ventre. Bon, il peut y avoir d'autres cas, mais il y a ça aussi. Et puis aussi, éduquer nos enfants à apprendre à dire non. Leur apprendre ce que c'est que le consentement. Comme la jeune fille de l'audio qui a dit non. Effectivement. Il faut savoir dire non, les enfants. Tout à fait. On va terminer rapidement. Docteur Yeboué, sociologue que vous êtes, quelle est votre... il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y en a pas peut-être même. Quelle est votre approche, quelle est votre proposition? Déjà, il faut dire que le harcèlement sexuel, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un échec de l'éducation. Vous voyez, c'est un phénomène qui provoque de nombreuses conséquences, qu'elles soient au niveau psychologique, au niveau scolaire, mais aussi bien au niveau social. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui ont peur de s'assumer, ont peur de dire ce qu'elles pensent. Parce que quoi? Parce que l'autorité veut leur imposer une certaine façon de voir certaines choses qui sont contraires à une certaine forme de morale, vous voyez. Scolaire, parce que lorsque cette jeune fille-là se voit être harcelée, elle a peur de remettre les pieds à l'école, peur de croiser ce bourreau-là en griffe, vous voyez. Il devait normalement l'éduquer, l'encadrer, il devait un bourreau. Un bourreau, et il faut créer réellement, comme Madame Charlène l'a dit, un cadre d'écoute. Un cadre d'écoute et surtout que
qu'on apprenne à nos filles à dire non. Dire non, ce sera le mot final de ce petit plateau. C'était le premier œil de la cité. On en aura comme ça chaque fois, vendredi, samedi et dimanche, sur des faits de société qu'on va vous rapporter. Ça nous permettra d'en discuter pour qu'on sache que on le fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Alain Boni, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir. Merci plaisir. à vous. Dr Yeboué, merci beaucoup. Merci bien, Vous avez Franck. fait tout ce parcours depuis Daloa jusqu'ici. Oui, le sujet est tellement important qu'il fallait faire le On en sacrifice. parlera souvent, de toute façon. Bien sûr. Noël, En plus, il est content quand même Ah oui, d'être là, vraiment, c'est incroyable. de paraître ou d'apparaître dans l'œil de... Enfin, dans toute la cité, on parle. Toute la cité parlera. C'est aussi un honneur pour lui. Toute la cité parlera encore de tout ça. Donc il est capable de faire un trajet beaucoup plus long. Daloa à Abidjan, combien de kilomètres ça fait? Bon, en termes de kilomètres, ça va être difficile, mais je ne sais pas si en termes, mais c'est C'est loin. 6 heures de route. C'est quand même long. 6 heures avec le car ou avec Oui, un avec le car. véhicule perso? Avec le car, véhicule d'accord. perso, 4-5 heures de route. Ainsi, c'est sa lumière, le tout premier œil de la cité sur le harcèlement sexuel à l'école. On se retrouvera chaque fois comme ça. Le temps juste de revenir pour la suite de Toute la cité en parle. Voici ceci que je vous propose. Ce son rock, c'est bien le son de Charlie Guitar, l'un des meilleurs rockers, l'un des meilleurs guitaristes d'Afrique. Charlie, à vous. Charlie Guitar. Allez, Charlie, vas-y. Merci Charlie. Merci Charlie. Merci beaucoup Charlie. On vous aura comme ça tout le temps. On veut apprendre du son, de la guitare, comment ça vibre. Merci Charlie. Merci Charlie. Avec le son de Charlie, tout s'ouvre ainsi les échos de la cité. Notre cité, elle parle, elle chante, elle fait beaucoup de choses, elle fait du sport, elle fait tout ce que vous voulez. Et juste après ce jingle, vous allez voir, nos chroniqueuses, elles sont une quinzaine, incroyables. Ce sera après ceci.
Attirer une cible plus grande, dynamisez vos chiffres. Contactez notre service marketing et commercial au 05 05 199 199 ou au 07 77 600 600 ou envoyez tout simplement un mail marketing@reflet.tv. Reflet. Toute la cité en parle, on a des chroniqueuses que nous appelons les citizennes. La toute première que nous recevons, c'est la majestueuse Josiane. Bonsoir Josiane. Bonsoir Franck. Ouais. Bonsoir Josiane. Oui. Oui. Oh, c'est joli ça, non? Merci. Made in Côte d'Ivoire. Voilà. Ah oui. Il y a tout comme ce chocolat aussi, made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire. Et M. Boli, il est made où? Made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire. Ouais. Merci. La deuxième qui arrive, c'est MPK, Marie-Paul Kwasi. La sirène. Ça va MPK? Super. MPK, Oui. vous avez votre rubrique qui s'appelle Sciences Po. C'est exactement ça. Vous parlerez de... De la politique, de qu'est-ce que les politiques devraient faire. On parlera des pédagogies politiques. Effectivement. Pas des partis politiques. Non, 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 on ne parle pas ici. Non, non, on ne fait pas de la politique profonde. Mais quand même, on ira jusqu'au Sénégal pour dénicher Ami Kobor. Ami qui arrive. Asseyez-vous, Ami. Bonsoir Franck. Bonsoir. Ça va? Noël. Bonsoir Ami. Là, je m'assois avec Comment vous. vous allez? Voilà. Impeccable. Impeccable. Alors, la cité, je le disais, Lédor Germain, la cité parle, elle joue, elle fait du sport, donc, elle fait de la musique, elle fait tout ce que vous voulez. Et ce soir, on commence par la première grande série des Citizennes. On va commencer par la rubrique qu'on appelle la diaspora. La diaspora, c'est Josiane, vous, qui l'animez. Effectivement, avec moi, on va aborder toutes les questions relatives au monde diasporique. Nous allons nous intéresser aux Africains qui sont restés... le monde diasporique. Le monde diasporique. C'est parfait, ça, non? Ouais. Oh, c'est pas faux, mais c'est assez rare. Oui, ça se dit. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire, bon, c'est simplement dire qu'il y a beaucoup d'Africains restés hors de leur pays. Donc, D'accord. c'est tout ce beau monde qu'on appelle le monde diasporique. Le monde diasporique, arrêtez de dire. Ouais, j'aime bien. Ouais, diasporique. Très joli. J'aime Alors, bien. le monde diasporique envoie souvent l'argent au pays. Ouais. Et ce soir, on va voir l'apport de ce monde diasporique dans les trois pays que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et le Mali, Est-ce que effectivement. l'argent arrive suffisamment? Quand ça vient, à quoi ça sert? Et est-ce qu'ils ont assez d'argent pour envoyer au pays aussi? Ok. Alors, déjà... Autrement dit, l'argent des pinguistes. Tu n'aimes pas ce Des mot, toi? benguistes. Non, mais c'est pas. Je sais Des pas ce que ça voulait béguistes dire. comme Noël. Hein. Ah non, 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 moi je suis pas béguiste. Ouais, un ancien béguiste, il reste béguiste. Un ancien béguiste. Alors, Ok, oui. on va le dire déjà, depuis des décennies, de nombreux Africains aident leurs proches. Donc, au-delà de ces envois de fonds, la question qu'on va se poser au cours de cette émission, est-ce qu'il y a vraiment un impact économique et social à travers tous ces gestes? Donc, on va essayer... Est-ce que cet argent n'est pas gaspillé à travers? Ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on peut, on peut quantifier cet argent? Est-ce qu'il y a des investissements? Est-ce que ça règle effectivement le taux de pauvreté? Mais on va partir quand même sur deux points. On va s'intéresser plutôt à l'apport économique direct. Direct. Voilà. On commence par la Côte d'Ivoire. Oui, on commence par la Côte d'Ivoire. On commence par la Côte d'Ivoire. OK. Alors, les Ivoiriens adorent leurs frères restés ici, donc ils amènent, on va dire en semaine, tous les mois, beaucoup d'argent. Donc, Qui ça représente combien à peu près? On va dire 1,2%, voilà, en termes de valeur ajoutée. Cet argent représente 1,2% du PIB de la Côte d'Ivoire. Oui, du PIB de la Côte d'Ivoire. C'est à peu près combien qu'on quantifie? 199 milliards, pardon. Près de 2 milliards. Ouais. 200 milliards. 199 milliards de francs CFA. 200 milliards quand même. C'est énorme. C'est énorme, hein? C'est beaucoup. Alors, ces montants sont utilisés à des fins essentielles, notamment dans le sens de satisfaire des besoins de base. On va dire se loger, se nourrir, se vêtir. Il y a également des initiatives en termes communautaires, comme des écoles qui sont construites,
comme des centres de santé. Donc, l'un dans l'autre, on va dire que cet apport financier qui vient de l'extérieur est assez efficient pour permettre à toutes ces familles restées ici de vivre. C'est quand même 200 milliards de francs CFA. D'améliorer leurs conditions de vie. Voilà, amélioration de leurs conditions de vie, mais pas dans le sens de réduire le taux de la pauvreté. Il y a encore des efforts à faire à ce niveau. Autrement, on va retenir que les benguistes, qu'on les appelle en Côte d'Ivoire, sont utiles. Ils sont ils envoient chaque année 200 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est beaucoup. Hein. Bon, on va encore aller plus loin lorsqu'on va parler du cas du Mali et du Sénégal. On va y arriver, même la Côte d'Ivoire quand même, déjà. La Côte d'Ivoire, 200 milliards de francs CFA qui passent par les voies officielles. Oui. Quand on sait qu'il y a des voies détournées. Voilà, il y a des voies parallèles en fait où on n'arrive pas à quantifier les chiffres. Mais sinon, il y a aussi les voies parallèles qui sont considérables. Ouais. Donc en Côte d'Ivoire, ça représente 1,2% du PIB. 1,2% comme valeur ajoutée en termes. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. Quand on va au Mali, ça fait quand on va au Mali, on est quand même à 5% du PIB. Voilà, 5%. Donc le taux augmente carrément. Un grand bond, ça, de 1,2%, on tombe à 5%. Les Maliens de l'extérieur aident beaucoup, ou investissent beaucoup au pays. Ouais. À hauteur de 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. Depuis 2023, c'est plus que le triple de ce que nous, Ivoiriens, investissons. Nous, on investit 200 milliards, les Maliens envoient au pays par an 700 milliards de francs CFA. C'est des chiffres énormes. Alors, donc, ils abordent la même dynamique, hein, aider leurs familles restées dans ces pays d'origine, les aider à se créer au travers des activités, des PME. Ils essaient quand même de les aider à sortir des situations précaires pour certains. Donc, l'un dans l'autre, c'est des actions qui aident quand même l'État. Hein. Ils sont utiles, les benguistes. Ils ne dansent pas seulement, hein, comme beaucoup penseraient. Ils ne viennent pas seulement en vacances pour se distraire. Pour flamber, pour montrer les sapes. Hein. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, heureusement d'ailleurs. 200 milliards par an. Attends, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Et 700 milliards au Mali. Et au Sénégal. Le Sénégal... Bon, les Sénégalais, on ne sait pas si c'est de la générosité, si c'est... Bon, le Sénégal, le PIB s'élève à, on va dire, à 12%. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Côte d'Ivoire, 1,2%, Mali, 5%, Sénégal, 12%. En termes de quantité d'argent, ça fait combien? Ça fait 1842 milliards de francs CFA que les Sénégalais apportent à leurs familles restées au Sénégal. Je n'ai pas bien compris. Comment vous avez dit? 1842 milliards de francs CFA. Ami Kobo, vous qui arrivez du Sénégal, comment est-ce qu'on sent ça sur le terrain? En effet, Franck, la diaspora sénégalaise contribue énormément au développement social et économique du pays. Moi qui suis de la région septentrionale, je le confirme. Quand vous arrivez là-bas, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, la diaspora contribue énormément. Donc, je confirme ce que Josiane dit. La diaspora sénégalaise investit énormément dans son pays. Elle contribue énormément au développement du pays. Deuxième, si on doit dire un dernier mot là-dessus. Alors, donc, ce sont des mannes financières importantes, quand même, qui soutiennent des 1000 milliards de francs, énormément l'économie de tous ces pays-là, donc à considérer. Donc, on peut dire que c'est un élément, un facteur plutôt qui booste l'économie de tous ces pays. Donc, l'État doit se pencher sur la question, peut-être réorganiser afin je crois qu'il y a ce soit... Dans ces pays-là, je crois que l'État se penche parce qu'il y a même des ministres chargés des Maliens de l'extérieur ou des Sénégalais de l'extérieur. Et puis je vois... En Côte d'Ivoire, il y a une direction générale, non, je crois. Oui, il y a le ministère des Affaires étrangères qui a affecté... Des Ivoiriens de l'extérieur aussi. Pour le Sénégal, il y a même des députés de la diaspora. OK. Oui. Députés de la diaspora. Qui représentent un peu les intérêts de la diaspora. Voilà, de la diaspora. Cet argent qu'ils amènent, est-ce que les parents savent économiser? Il y a certaines personnes... Est-ce que ça développe un genre de bancarisation au Sénégal? Oui, certaines personnes l'utilisent à bon escient, comme dans tout... Est-ce qu'on ne met même pas sous le canari dans la maison? Là, vous voulez parler de la bancarisation. Bien sûr, oui. Oh, vous avez raison, Franck. La bancarisation demeure un défi sous nos tropiques. Hein. Ça va de soi. Jusqu'à de nos jours, il y a des personnes qui ont cette attitude désuète de garder de l'argent sous le matelas, dans les kéiwa. Vous connaissez les kéiwa? Les kéiwa, ce sont les gens de sacoches portées par nos mamans.
Dans les marchés, vous les voyez porter, mais ces bananes-là contiennent d'énormes sommes. Vous ne pouvez pas savoir combien elles gardent dans la Keiwa. Donc, c'est vraiment la bancarisation demeure un défi sous notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller donc faut convaincre les gens. Hein. Ah, Chacun oui. se sent peut-être plus proche de son argent. De ne plus avoir des Keiwa. De se débarrasser de ces Keiwa. Bon, ok, Ami. Non, conseil on va au moment à tous ceux qui gardent l'argent à la maison, la banque, en quoi c'est utile dites-nous. Nous sommes souvent nous-mêmes témoins de certaines situations catastrophiques qui peuvent arriver. Il y a les incendies, on ne le souhaite pas. Les cas de force majeure comme les inondations peuvent arriver. Si tu as l'argent sous le matelas, si l'argent part dans l'inondation, qui est-ce qui te rembourse? Personne. S'il y a un vol à la maison, que les gens arrivent à la maison, ils prennent tout, qui te rembourse? Personne. Par contre, si tu avais gardé cet argent à la banque, tu n'allais pas avoir tous ces soucis-là. Ok, Ami, on vous comprend. Et avec vous, on parlera toujours d'économie, de bourse. Oui. Ce sera comme ça. Effectivement. Vendredi, samedi et dimanche. Effectivement. Et quand on a l'argent, il faut le garder à la banque. À la banque. Oui. Et quand on a beaucoup d'argent à la banque, on fait quoi? On fait de la politique. Ah ouais. La politique. C'est très bien. Alors, MPK, Marie-Paul Kwasi. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est comment choisir un porte-parole au sein d'un parti politique. Alors, je suis leader d'un parti politique. Devrais-je choisir Noël Boli comme porte-parole ou encore Ami ou Franck ou Joseph, juste parce que je suis proche de vous? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, si vous avez des compétences, mais si vous n'en avez pas, désolé, je c'est quoi les compétences qu'il faut avoir? Justement, vous savez, en politique, il y a plusieurs critères qu'il faut, comme vous avez parlé de compétences, justement, il y a plusieurs critères qu'il faut pour pouvoir faire le choix d'un porte-parole. Tout d'abord, ce porte-parole-là doit être crédible. Parce que honnêtement, je suis leader, je ne prendrai pas une personne qui n'est pas crédible, une personne qui ne dit pas vrai, parce qu'on pourra dire tout ce qu'on voudra, mais le porte-parole, c'est le second visage d'un leader. Voilà, justement, c'est lui qui est carrément au devant, vu que le candidat ou encore le leader, ne peut pas être comme partout. tu pars toujours au nom du parti. Justement, il ne peut pas être partout. Du coup, ce dernier devient son visage, son second visage. Et alors, même très souvent, son dites-nous qu'est-ce qu'il faut? Alors, tant qu'on entend, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être tout d'abord crédible, parce que lorsque ce porte-parole, autant pour moi, parle, que ce soit l'auditoire, les populations, les citoyens, vous devez croire en ce que cette personne-là dit. Voilà. Et après, aussi, le second critère, c'est la maîtrise du discours. Vous savez, pendant... Il faut être éloquent. Effectivement, il faut être très éloquent. Il faut avoir faire la communication. Justement, il faut avoir faire de la communication. Vous êtes la vitrine de votre parti, politique. il faut être éloquent, il faut être présentable. Ouais. Effectivement, parce que je prends un exemple. Pendant les périodes électorales, vous savez que c'est la guerre des mots. Du coup, comme Franck l'a dit, si le porte-parole n'est pas éloquent, ça devient clairement compliqué pour lui. Voilà. Il doit pouvoir se défendre sans pour autant frustrer les journalistes, sans pour autant frustrer les populations. Il doit savoir répondre en vrai. Et la troisième chose, c'est la communication. J'allais en venir justement. Aujourd'hui, on sait que la communication est un facteur très important. Et... en plus de pouvoir bien s'exprimer devant les journalistes et tout, il faudrait aussi que le porte-parole maîtrise quand même les réseaux sociaux. Ah, ok. Ah oui, c'est l'air du temps. Justement, c'est l'ère du temps, c'est plus comme avant où on faisait des débats à la télé. C'est vrai, les débats à la télé, c'est très important. C'est là que vient... Pour faire des clashs ou pas? Non, justement, j'allais... Justement, j'allais en venir. Mais pourquoi pas aussi, ouais. Non, parce que le porte-parole, il ne rentre pas dans ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait... Il est le bouclier du candidat. Forcément, Ami, qui est mon opposante à une élection présidentielle, voudra peut-être envoyer des mots pour me blesser ou non. Mais le porte-parole, lui, il doit avoir l'arme pour me défendre. Il doit savoir rester tranquille, ne pas aller dans le fin fond pour qu'après, ça devienne compliqué. Il y a plusieurs autres compétences aussi, je pense, avec le temps. On aura... le temps. Moi, juste retenir que chaque fois, à toute la cité en parle, ce sera MPK qui chargera de faire de la politique pédagogique. C'est exact. C'est à vous. Voilà, pas de la politique de... Politicienne. Pas de la politique. On laisse ça aux spécialistes de... Voilà. Nous, on fait l'enseignement là. Et justement, c'est ce que j'ai appris à l'école parce que, comme vous le savez, j'ai un diplôme en com politique.
Donc, je me réfère à ce que j'ai appris à l'école. Oui, sciences politiques, bac plus 5. Ça promet en tout Oui, cas. bac plus 5, c'est Alors, important pourquoi de pas, le oui, il faut le préciser. dire, hein. Il fallait quand même le préciser. hein. Oui, excusez-moi, j'ai une mention très bien à ma soutenance. J'ai travaillé sur le parti politique. Les savent que MPK, bac plus 5, mention très bien. Super. Quoi d'autre? Je suis bien payée par création, si ça peut aider. Voilà, on a la totale. Alors, avec les applaudissements à MPK, on va annoncer ce que nous appelons ici le chassé-croisé. 3 chroniqueuses sortent et 3 autres rentrent. C'est inédit, mais c'est ce qui va se faire. Alors, mesdames et messieurs, Noël Boli. Oui. Ami Kebor. Oui. MPK. Oui. Josiane. Oui. Je vous présente le chassé-croisé. Toute la cité en parle, deuxième session. Pour les échos de la cité, nous recevons nos citizennes. Noël Boli, elles sont pas belles? Elles sont magnifiques. Magnifiques, Merci. les citizennes. Merci. Comme le premier groupe, comme le second groupe. Elles sont toutes Comme on le magnifiques. dit depuis, la cité ne dort jamais. Elle parle, elle chante, elle danse. Et il y a du sport. Ce sera tout à l'heure avec vous, le sport. On parlera de... Des rivalités sportives. Des rivalités sportives. Effectivement, c'est vrai que ces derniers temps... Pourquoi vous, que vous vous teignez là et ça m'a dit... Non, mais ne vous inquiétez pas, ça va monter, ça va monter en décibels. Le temps de recevoir nos jolies citizennes. Ça va, Hilary? Ça va très bien. Avec vous, on parlera de ces avancées technologiques dans le monde de la téléphonie mobile. Exactement. Je vois que vous avez beaucoup de téléphones là. iPhone 17. Ah oui, le mien aussi. Hein, c'est un iPhone 17. Il faut se mettre au goût du jour. Hein, je suis sortie. Mais j'admire la couleur. Je sens que ce sont les couleurs qui vous sied. Moi, j'aurais pas pris ça, mais bon. Chacun ses goûts. Ah, mais c'est Hilary qui... Ouais, très joli. Ça fait un peu... Ça fait bien. Ça fait un peu... Bon, voilà. C'est bon, ça fait un peu branché. Faut pas grogner. C'est très branché en plus. Je vois Racha qui dirait qu'il est juste à côté. Ça va, Racha? Moi, je vous écoute, hein, franchement, je suis toute oui. Parce que si vous me donnez le téléphone, moi, j'en ferai bon usage. Forcément. Je vous donne, hein. Avec plaisir. Racha, ma fille, merci. Je préfère le bleu, ça match plus avec ma tenue. Hilary, le bleu. tu me le passes? Oui, je te passe le bleu. Là, ça va. Bien sûr, c'est cadeau. C'est la grande distribution des téléphones sur ce plateau. Et toi, tu prends ça? Voilà. Oui, merci. Tout le monde peut avoir la nouvelle technologie. Et moi, je donne bien. Bon, voilà, je suis connectée. J'espère que c'est pas Alors, non, vas-y, ça me dérange pas. Ils ne pas en avoir. J'en ai déjà, voilà, je vous passe. Ok, bon, je vais le garder. Un iPhone 17. Jalousement. Parfait. Merci à qui? L'iPhone 17, en quoi est-il si spécial? Alors, c'est pas juste un numéro 17, hein, il y a un plus par rapport aux autres. Bien sûr. D'abord, iPhone nous gratifie, comme à chaque année, de ses prouesses. Et cette année, c'est encore mieux. Parce qu'il y a un tout nouveau prototype qu'on appelle le iPhone 17R. Il ne faut pas se laisser influencer par iPhone. Hein. Il faut parler assez fort pour que... Ouais. Pour moi, le iPhone 17R, franchement, c'est le meilleur modèle dans la maison de iPhone. Je sais pas pour vous. Hein. Oui, parce qu'il est encore plus fin, il est plus plat, plus fin. Et avec il est plus fin que le 12? Oui. Ouais. Oui, il est très plat. Je peux le voir? Oui, c'est le téléphone le plus plat de la maison iPhone. Celui-là, il est plat. C'est celui-là, hein? Non, celui-là, c'est le 17 Pro. Ah, le 17 Pro. Le 17 Pro, ouais. Oui, même le carton. Oui, il y a toujours au moins 4 différences. Oui, il y a le 17 normal, le 17 Pro, le 17 Pro Max et enfin le tout nouveau modèle qui est le 17R. Alors, en quoi il est spécial? Et puis, dans un an, il sera dépassé. Même s'il est dépassé, il sera toujours aussi performant que d'habitude. En quoi il est performant, celui-là? D'accord. D'abord, la caméra arrière. Sa particularité, c'est que lui, au lieu de 3 caméras, il a une caméra arrière, mais qui fait 48 pixels. Bonjour. Oui. Celui-là, c'est un modèle qui a 3 caméras arrière et il fait un zoom x8. Celui-là, il y en a 3 quand même. 3 caméras, mais c'est un zoom x8.
des appareils qui font plus de 120 photos par seconde et tout. Oui, franchement, c'est très Il a ce performant. qu'on appelle dans les appareils photo le mitraillette, c'est ça, hein? Exactement, c'est ça. Ouais, Il va très vite et en plus, il y a un appareil de refroidissement à l'intérieur. Ça va chauffer désormais. Voilà, ça ne chauffe pas parce qu'avec un téléphone d'une telle capacité, forcément, ça chauffe, ça peut faire boom et tout. C'est un ordi mini. Donc, voilà, c'est comme un MacBook Pro et tout. Moi, je suis une pro iPhone. Oui. Mais j'ai un petit coup de gueule pour qui iPhone, bien sûr, parce que je ne sais pas à quoi me servent les 3 appareils. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de tester, c'est toujours un appareil qui marche. Je ne sais pas si vous avez essayé. J'ai pas compris, ma belle. Les appareils photo. Oui. Quand je ferme pour tester, il y en a un seul qui marche pour tous les... Ah oui, oui, tout essaye. Je veux dire, ça me sert à quoi d'avoir 3 alors que c'est qu'un seul que je peux utiliser? Je pense que... C'est quand même une critique contre... Oui, c'est une critique. Je vais, étant la représentante de iPhone en Côte d'Ivoire... Aujourd'hui, tu veux dire? C'est une info, ça. Bien sûr. J'espère qu'ils vont entendre ça, surtout pour nous ramener des partenariats. En plus donc, de la caméra dont on parle, rachat, qu'est-ce qu'on a de plus qu'on n'avait pas ailleurs? D'accord. Qu'on n'avait pas sur le 16, par exemple. Déjà, moi, étant une amatrice en création de contenu, ce qui m'intéresse directement, c'est les selfies, les photos, les vidéos et consorts. Donc déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que en selfie, on n'avait pas dans les précédents appareils, dans les précédents iPhones des précédentes années, la possibilité de faire des photos en paysage, des selfies en paysage, à part si on retournait le téléphone comme ça, tout ça. Mais avec ces iPhones, on a un mode selfie, mais en paysage, en plus du portrait. Et en plus de ça, on peut prendre une photo arrière et avant en même temps. C'est-à-dire que je peux être en train de faire une vidéo à la belle Racha qu'on voit sur le plateau. La ravissante et en même temps, la ravissante Racha, exactement. Ah oui, attends, je fais ma belle quand même. Et en même temps me voir, comme si on était en appel vidéo. C'est-à-dire qu'on peut faire des photos, c'est pratique pour des photos mignonnes en couple et tout. Et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire... Et en Côte d'Ivoire, excuse-moi Franck, et en Côte d'Ivoire, tout le monde se l'arrache en ce moment. Tout le monde cherche à avoir le iPhone 17. Je ne sais pas si... Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone là. Mais tout le monde cherche à avoir le iPhone 17 en ce moment. Dès que l'iPhone sort une nouvelle sortie, voilà, tout le monde cherche à l'avoir. Jusqu'à ce que la vue arrive quand... Exactement, comme à chaque septembre. Et c'est disponible en Côte d'Ivoire, précisément chez Inza Store, autant pour moi, qui fait tous les bons téléphones de qualité. CE, plus précisément, parce que tant que tu dis pas CE, franchement... C'est quoi, c'est la norme, CE? Ouais, ça veut dire que ça vient de France, selon ce que je sais. Communauté économique européenne. Voilà. Exactement. Mais on va aller vraiment droit au but. Oui. Ce beau téléphone, il nous revient à combien? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quelle somme allons-nous débourser? Parce que c'est déjà sur les... Je pense que c'est déjà annoncé. Mais quand on voit un prix aussi faramineux pour un téléphone qui nous offre peut-être un simple... Non. Une simple... Un simple paysage. Oui. Juste cette valeur-là, quand même. Est-ce qu'on doit payer ça à ce prix-là? Moi, j'ai une question. On discutera pas de prix. Oui, exactement. Mais moi, j'ai une question. Ce sont les adeptes... J'en suis une, mais... Exactement. Et ceux qui peuvent mieux te parler des bienfaits de ce téléphone, ce sont des personnes qui utilisent le téléphone, mais en profondeur. C'est-à-dire les créateurs de contenu. Ils peuvent te dire que le iPhone 17, franchement, il est utile pour nous, mais un point plus. D'accord. Ça je peux pas savoir parce que voilà. Après, tu me l'as donné, donc je vais le tester et puis on Non, ma copine, doucement, on fait cadeau. Ah là. Donc c'est disponible chez Inza Store. Tout le monde a été servi, là, pas de problème. Tout le monde a été servi, tant mieux. Vive le iPhone 17. L'année prochaine, vive le iPhone 18. Et l'année prochaine, vive le iPhone 19. Vive les Samsung aussi. Toi. Ce qui dure longtemps, par contre, la culture. Excusez. Bah oui. Ce qui dure longtemps, c'est cette chanson mythique qui a été avant-gardiste, que vous avez écoutée. Je ne sais pas laquelle, mais vous avez écouté, on vous écoute. Enfin, c'est clair, aujourd'hui j'ai une belle proposition à vous faire. On a parlé de chansons tout à l'heure, et c'est bien ce qu'on va écouter. Donc, je vous prie d'écouter ça. Fermez les yeux. Oui, ça serait bien de fermer les yeux pour pouvoir mieux écouter en fait la chanson.
Ah ouais, c'est bon. C'est pas mon fils de la musique du bois. Vous jouez trop les timides là. Alors, c'est très beau, hein? Oui, vous adorez, vous connaissez. C'est quoi ce message si important? D'abord, j'aimerais savoir si vous connaissez qui chante cette chanson. Oui. C'est la moindre des choses. C'est Angéline Kidjo. Exactement. C'est ça. Kidjo. La grande Alors, Angéline. qui sait ce que ça veut dire agolo? Angélique, hein, précisément. Angélique Kidjo. Angélique. Angélique. Oui. Angélique. Qui sait ce que ça veut dire agolo? Parce que c'est le titre. Je crois que ça peut être un truc festif, genre amusez-vous. Oui, à mon avis. Vous pensez? Oui, je pense aussi. Mais c'est normal qu'on pense ça parce que la chanson est tellement attrayante. C'est clair. Mais je vous dis, agolo signifie simplement tendez l'oreille, écoutez, j'ai un message à vous faire passer. Et aujourd'hui, cette chanson agolo qui existe depuis un moment est toujours d'actualité. Il s'agit de la Terre, tout simplement. Réchauffement climatique, vous connaissez. Et c'est une chanson en Yoruba. Donc vous savez qu'elle est béninoise. Et le Yoruba est aussi utilisé chez les Béninois. Voilà. Donc agolo, ça signifie tendez l'oreille, écoutez, parce que j'ai un fort message à vous faire passer. C'est concernant le réchauffement climatique. Tout ce qu'on va laisser à nos enfants. On va dire qu'elle a été quand même avant-gardiste, hein. Déjà, il y a quelques années, elle en parlait déjà, la Terre était déjà sur le point d'être saturée. On ne pensait pas vraiment à la santé. Avec la couche d'ozone. C'est ça, tout ça ouais. Exactement. Donc, agolo, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain? Quelle terre nous allons laisser à nos enfants demain? Est-ce la pollution? Une vie remplie de déchets? Une couche d'ozone saturée ou détruite? Ou voulons-nous laisser un monde meilleur? Où l'air est bon à vivre? Où la vie bat son plein? Où nos enfants sont heureux? Alors, cette chanson, c'est bien plus qu'un titre. C'est un appel au secours, un appel à la terre. Cette terre que nous voyons, que nous voulons laisser à nos derniers, à nos petits, qui vont y vivre et qui seront simplement heureux. Bah oui. Bravo. Merci, c'est bien. Un appel poignant sur la terre qui se meurt. Oui. On aurait découvert la vie sur Mars, on va tous y aller à Mars après. Non, moi je suis bien partie. La vie sur Mars. Bon, c'est pas. Donc c'est vraiment un fait d'actualité, je pense. La vie sur Terre, par contre, c'est les femmes. Bien, justement. Il paraît, moi je ne savais pas, il paraît que les femmes aussi peuvent devenir chauves. Monica, ça va? Ça va, Franck. Malheureusement, Franck, c'est un sujet tabou qui touche plus de femmes qu'on l'imagine. On croit souvent que la perte de cheveux est réservée seulement aux hommes. Détrompez-vous, une femme sur 3 en souffre au cours de sa vie. Et quand la perte de cheveux commence à se faire voir, ce n'est pas seulement notre coiffure qui change, c'est notre confiance parfois qui vacille. Et qu'est-ce qui fait que les femmes aussi deviennent chauves? Il y a un bouleversement hormonal après une grossesse ou à la ménopause, le stress du quotidien, une alimentation déséquilibrée et par moments nos propres habitudes de coiffure oui, il est très parfois trop serrées. Certaines maladies ou traitements médicaux, cela peut causer cette perte de cheveux. Et donc, c'est vrai comme la chimio là. Je précise que vous animez la rubrique beauté. Oui. Il sera toujours ainsi, juste un avant-goût. Il fallait dénicher quelque chose d'assez rare, une femme chauve. Oui. C'est qu'il y a la perruque, hein. Bon. Et souvent, il faut enlever aussi la perruque pour voir en dessous. Hein. D'accord. Quelquefois, attention. Oui. Ne laissez pas abuser hein, les hommes. Ouais. D'accord. Oui. On aura fait le tour. Hein. La cité a applaudi l'arrivée de l'iPhone 17. Bien sûr. La cité s'est réveillée avec ce message de Angélique Kidjo à Golo. Oui. La cité a également dit attention, nous les femmes, on peut être chauves aussi si on ne fait pas attention. Mais les hommes aussi, hein, non, ça ne concerne pas. Les hommes, c'est naturel. Enfin, c'est habituel, je veux dire. C'est vrai que je crois qu'il est chauve depuis l'âge de 15 ans. Oui, j'attendais de vous entendre depuis. Hein. Depuis l'âge de 15 ans, donc. J'aime bien la coiffure. C'est un sujet qui maîtrise très bien. La prochaine fois, je viens. C'est une coiffure qui lui va tellement bien. Je l'ai toujours imaginé avec beaucoup de cheveux, genre punch, afro, tout ça. J'avais beaucoup de cheveux. Il fait un moment de sa vie. Un basketteur, il ressemble à un basketteur. Depuis que j'ai vu Michael Jordan à l'époque. Michael Jordan, oui. Ah oui, pardon. Kobe, c'est celui qui est décédé. Kobe Bryant. Son âme. Jordan, vous parlez sûrement dans
Oui, un de ces jours, on parlera de la grande équipe des Chicago Bulls, parce qu'ils ont quand même, cette grande équipe a marqué le monde sportif, pour ne pas dire le monde du basket. Donc ce serait bien quand même qu'on fasse un petit clin d'œil à cette fameuse équipe qui a remporté plein de trophées de NBA. D'accord. On va y arriver tout à l'heure. Le sport. Certainement. Puisqu'on verra bien comment se créent et comment vivent les rivalités entre grands clubs de football. En Côte d'Ivoire, il y a la SEC, l'Africa. En France. Ça l'était. En France, il y a l'OM et le PSG. Ça l'était aussi. Mais qu'est-ce qui est Par contre, le Barça Madrid. Là, on parle du présent. Et ce sera tout à l'heure. Le temps d'accueillir d'autres citoyens qui vont entrer. Les filles se retrouvent après. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Ouais. Le départ de ces citizens, on a encore de la réserve, non? Tout à fait. La réserve et... On a encore du jus. On a encore du jus. On a encore du jus. Pour ne pas dire de l'énergie. De l'énergie. Et pour exister, il faut être ici. Toute l'ancité en parle. Je reprends les paroles de cette chanson. C'est Christian. Christian Bébé. Oui, c'est ça. Allez, salut Christian. MPK à nouveau. Et on revient. Ben oui, MPK, quelle énergie, hein? Oui, je déborde d'énergie. N'oublions pas qu'elle a passé quand même 4 heures dans les embouteillages. Oui, c'est ça. Alors, MPK et Christian, cette nouvelle rubrique, non, pas nouvelle, parce que l'émission est nouvelle, cette rubrique, pour être plus précis, un homme, une histoire. Oui, un homme, une histoire, vous le savez, hein, ce sont les légendes, les grands hommes qui ont marqué l'histoire d'abord de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, de l'Afrique et puis du monde entier. Nous avons... tiens, pour la Côte d'Ivoire, on va commencer par l'un des plus grands footballeurs. Oui, l'un des plus grands footballeurs, mais qui va au-delà, hein, qui transcende même le domaine du sport. Il s'agit de Didier Drogba, qui s'est présenté aux dernières élections, qui a été un immense footballeur, et puis qui a fait étalage également de toute sa classe. Aux élections de la FIFA, il faut le préciser. Oui, aux élections de la FIFA. Parce que comme on approche des élections de présidentielles, naturellement. Faut pas faire d'amalgame. Est-ce que tout le monde connaît la définition de la FIFA? Ah oui, mais il va dire. Fédération ivoirienne de football. Voilà. Ça pourrait être Fédération ivoirienne de... Je vous en prie. D'autre chose. Et j'ai concocté une rétrospective, une vidéo qui nous retrace en quelques minutes le parcours riche et hyper intéressant de cet homme qui continue d'inspirer les générations. On va suivre ce reportage et puis on va pouvoir en discuter. Un homme, une histoire, Didier Drogba. Né le 11 mars 1978 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, celui qui deviendra la légende Didier Drogba grandit dans le quartier populaire de Yopougon. Dès l'âge de 6 ans, sa famille l'envoie en France vivre avec son oncle, Michel Goba, footballeur professionnel. Son parcours de footballeur amateur débute réellement au Mans, où il signe son premier contrat pro à 20 ans, cas atypique pour un joueur de haut niveau. Il débute en Ligue 1 avec Land-Avant-Guingamp en 2001, où il se fait distinguer valablement. En 2003, il signe à l'OM, l'Olympique de Marseille, où il explose, marquant 19 buts en une saison et terminant meilleur buteur européen avec 11 buts. Il attire l'attention des grands d'Europe. 2004, pour un montant record de 37 millions d'euros, Didier rejoint Chelsea FC d'un certain Roman Abramovich, le milliardaire russe, et un autre, le Special One, José Mourinho, où il sera un attaquant de race. Il y connaît un immense succès, remportant de nombreux titres, dont la Ligue des Champions en 2012 et devenant le premier Africain à franchir la barre des 100 buts en Première Ligue. En sélection nationale ivoirienne, aidé de ses coéquipiers formant la génération dorée, Didier permet à la Côte d'Ivoire, avec ses nombreux buts, de jouer son premier mondial en 2006. Il atteint avec les éléphants 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations en 2008 et en 2012, et soulignant que Didier est à ce jour le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ivoirienne avec 66 buts en 105 sélections. En outre, il est le 3e meilleur buteur de l'histoire des CAN au XXIe siècle avec 11 buts.
En 2010, au mondial sud-africain, il est le premier Africain à scorer officiellement contre le Brésil. La même année, il est élu 10e personnalité mondiale par le célèbre magazine américain The Times. En plus de sa vie de footballeur, Didier Drogba est reconnu pour son engagement humanitaire. En 2007, il fonde la fondation Didier Drogba, qui œuvre pour l'éducation et la santé en Afrique. Il a également joué un rôle significatif dans la promotion de la paix en Côte d'Ivoire, notamment en 2005, en appelant à l'unité nationale lors de la qualification de son pays pour la Coupe du Monde. On pense aussi à la présentation de son ballon d'or africain, le premier pour un Ivoirien, c'était à Bouaké. Après Chelsea, la star mondiale part au Shanghai chinois en Chine, c'est l'extase. Un an plus tard, c'est le Galatasaray d'Istanbul qui le reçoit en grande pompe. Il est l'icône du championnat et remporte les plus grands titres du pays. De la Turquie, direction le Canada, à l'Impact Montréal, où son impact est incroyable. Il termine en beauté aux USA, au Phoenix Rising, club qu'il fait basculer dans une nouvelle dimension. Après sa retraite en 2018, Drogba continue d'influencer le monde du football en tant que copropriétaire du Phoenix Rising en Californie. Son héritage dépasse le terrain, faisant de lui un modèle pour les jeunes joueurs et un ambassadeur du sport en Afrique. En avril 2022, Didier Drogba a été candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, FIF, ce qui a rendu le scrutin très médiatisé au plan national et international. Didier Drogba est reconnu non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour son impact positif sur la société. C'était la légende africaine, Didier Drogba, l'un des meilleurs attaquants de race de l'histoire du football. Didier Drogba, Basile Boli, puisque son frère est là. Ah oui, pourquoi pas, oui. Okay. Ah, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le jeune frère de Basile Boli. Oula. Les Boli, le football, ça connaît, hein? Un petit peu quand même. Hein. On a beaucoup même, je dirais, non? On est quand même une famille de footballeurs. Roger, Basile. Je suis même en train d'écrire un livre, au passage, qui va retracer tout ça, même si mes aînés ont quand même commencé à écrire des livres. Mais l'histoire que je vais raconter, elle sera complètement différente. Donc je laisse un petit peu le suspense. On va faire, c'est vrai, dans peu de temps, une immersion grave chez les Boli. Oui. Pour l'instant, on reste avec Drogba. À travers mon livre. À travers ton livre. Et écrivain, non? Didier Drogba, donc, voilà, quelqu'un d'incroyable. Oui, quelqu'un d'incroyable. Il faut dire simplement que son parcours ne donnait pas une idée claire de ce qu'il allait devenir. Comme beaucoup de grands footballeurs d'ailleurs, il est parti timidement, il est parti de la France, il est passé par des centres de formation et l'expérience a été pas fameuse parce qu'il n'a pas marqué les buts qu'il fallait. D'ailleurs, il a commencé en tant que défenseur. Et le déclic est venu de l'Olympique de Marseille et aussi avec un homme, comme c'est le cas dans la vie de tous les jours, quand on rencontre quelqu'un. Et Pape Diouf a été vraiment ce monsieur-là, ce monsieur prestige, ce monsieur clé-là, pour Drogba, parce qu'il lui a dit: tu viens signer à l'Olympique de Marseille et tes chances seront multipliées par 5. Il signe à l'OM, il fait une année vraiment, il éclabousse l'Europe de son talent, il termine meilleur buteur européen. Il est remarqué par José Mourinho, qui l'emmène à Chelsea, et on connaît l'histoire. L'histoire qu'on vient juste de raconter. Cette histoire, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Drogba a joué un rôle important sur le terrain, et vous avez capté, vous deux, MPK et vous, un moment important de cette Coupe d'Afrique. J'aimerais bien que ça se répète ce soir. On fait ça maintenant? Oh, pourquoi pas? Ok. Oui. Allons-y, Christian. Oui, je suis prête. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes ici au stade de Bouaké. Et nous vivons le quart de finale Côte d'Ivoire-Mali. La Côte d'Ivoire qui est très mal embarquée, qui est menée 1-0 par les Maliens. Grosse rivalité. Marie-Paul Kouassi, on en a une occasion. C'est peut-être la dernière. Il faut la concrétiser. C'est pas facile parce que les supporters ivoiriens n'y croient pas. On va suivre ce coup franc attentivement. Marie-Paul Kouassi. Effectivement, ce coup franc qui est tiré, là, la balle qui se retrouve dans le pied de Sékou Fofana. Et c'est le but de la prolongation. C'est Oumar Diakité qui met ce ballon dans les filets du gardien malien et la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les demi-finales. Naturellement, un manque de vigilance de la défense malienne. Ce ballon
qui traînait, Seko Fofana qui le récupère. Et comme la chance était avec les Ivoiriens, on ne s'attendait pas. Les Ivoiriens qui font vibrer tout le stade de Boaké, qui font vibrer Noël Boli, qui font vibrer tous les citizens. Et c'est la folie à Abidjan, c'est la folie partout. Effectivement, c'est magnifique, c'est une très très belle histoire. On espère que les éléphants vont gagner cette Coupe d'Afrique parce que c'est une histoire rocambolesque mais magnifique. Marie, pour la belle histoire, les éléphants ont gagné cette coupe et il fallait voir des signes. C'était oui, c'est vrai que comme on dit, il y a vraiment l'ascenseur émotionnel. Hein, je veux dire, on est parti du plus bas au plus haut. Fallait pas être cardiaque, sinon je pense qu'on allait y passer. Bien en place. Et on espère que pour les prochaines échéances, ils vont quand même nous épargner ça. Alors quand Christian et MPK nous disent que le but a été marqué à la 89e minute, quelque chose comme ça? Oui, c'est à la 119e minute parce que c'était à la 120e minute, on partait aux prolongations. Est-ce que c'est croyable ça? C'est pas croyable, raison pour laquelle... C'est ce qu'on appelle la dramaturgie du football. Vous savez, dans le football, il y a la dramaturgie. Et ça en fait partie. Bon, c'est des choses qui arrivent comme ça dans l'histoire du football. C'est des choses qui arrivent une fois tous les 10-15 ans. Mais c'est vraiment le destin qui vous donne le coup de pouce au dernier moment. C'est comme tout joueur qui rêve de marquer un but en finale de Coupe du Monde à la 80. Arrêtez-le, il est parti là. Je crois que c'est aussi tout ça pour la Côte d'Ivoire. Si on ne vous arrête pas, on finirait pas ce soir. On finira pas parce que Roselyne, elle est sereine, hein. Tout ça, elle va checker. Tout ce que vous dites, elle dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent cela? Roselyne, la rubrique Fake Check. Exactement, Franck. Bonsoir, chers citizens. Bonsoir, Franck. Le va à merveille. Merci, tu es adorable. Le bleu de la cité. cité. Le rouge. Hein, oui, toujours du Vivra Création. C'est notre détective. Hein. La checkeuse. Oui, effectivement. Très bien. Donc là, effectivement, nous sommes en plein dans la rubrique Fake Check, voilà, qui consiste on va dire, à dénoncer, à déconstruire, à vérifier, voilà, les informations qui ne sont pas forcément fondées. Voilà, tout ça. Alors ce soir, pour la toute première, on va aller sur une information. C'est délicat, hein, que ça touche l'ethnie, ça touche la race, c'est toujours délicat. Est-ce que les Agnis sont à voir? Ou bien du moins, les Agnis sont à voir. J'espère qu'il n'y a pas d'Agnis autour de cette table-là. C'est une question. Moi, j'ai un ami Agnis. C'est une question. Attends, d'abord que je pose la question. Les Agnis sont-ils à voir? Tout le monde dit que les Agnis sont à voir. Est-ce que c'est vrai? Parce que le but, ce n'est pas d'accuser des gens gratuitement, c'est d'aller à l'origine des choses. Les Agnis sont à voir. Roselyne a checké. Vous avez fait quelques parcours. On voit ces images, puis après on en parle. D'accord. L'avare, c'est celui qui a de l'argent, mais qui refuse de dépenser cet argent, souvent à son détriment personnel. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tout ça, c'est pas vrai. L'agni, peut-être que je vais donner quelques caractéristiques. C'est des gens qui sont regardants. C'est-à-dire, lorsque moi je sors mon argent pour faire quelque chose, je veux savoir c'est pourquoi. J'ai atterri à 4h du matin à Dakar. Je connais personne. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a conduit dans une chambre. J'ai dormi le lendemain jusqu'à 9h, 9h30. Je descends, j'étais au 2e étage d'un immeuble. Je descends, j'ai faim. Je ne sais pas où aller déjeuner. Et par hasard, je rencontre un petit garçon de 12 ans environ qui passe. Je l'appelle, je dis, mais mon petit, est-ce qu'il y a une boutique ou quelque chose ici ou bien un endroit où je peux payer quelque chose à manger? Il m'a dit, il n'y en a pas là, mais je peux aller acheter pour vous, si vous voulez. Vous voulez quoi? Je veux du pain et de la salade. Et le petit, je lui donne l'argent. Je ne le connais pas. Je me suis dit, cet enfant, il va fuir avec mon argent. Mais je lui ai donné, je lui ai fait confiance. Quelques minutes après, le petit me ramène comment on appelle, le pain avec tout ce que j'ai demandé. Je dis, ah bon, mais où tu es? Il dit, non, je suis élève, j'habite. Cet enfant, je ne savais pas, c'était un enfant qui était nécessité. Ce qui est sûr, ses parents n'avaient pas assez de moyens. Mais moi, avec ma bourse, je vous jure que j'ai payé la scolarité de cet enfant. Je l'ai aidé jusqu'à l'enfant était en 5e.
Je l'ai aidé jusqu'à l'enfant est passé en 4e. La 2e année, l'enfant est passé en 3e. C'est moi qui ai tout payé, ses scolarités. Et ses parents m'ont accueilli comme c'est pas possible. Quand je vais à la famille, dans la famille, c'est un accueil vraiment familial. Ils ont déposé, c'est un peu par va construire. Ils ont construit, ils ont déposé. L'année fait l'utile avant l'agréable. Quand le vieil doit aller chez lui, il dort. Il cherche à construire. Il ne peut pas venir dilapider son argent. Il n'est pas vain. Quelquefois, ils sont prudents de dépenser leur argent. Dépensent au moment qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Alors, Roselyne, oui, on le voit donc, c'est pas si vrai que ça. Oui. Les Agnis, ils sont plutôt économes, ils sont précis, ils aiment mettre l'argent où il faut, pas, ils font pas de bling-bling, quoi, en somme. Oui, enfin, on va dire ça. Après, Roselyne va nous étayer un petit peu sa thèse, mais j'aurais 2-3 trucs à dire là-dessus. Alors, Roselyne. Vas-y, Roselyne. Alors, et effectivement, on va dire ce préjugé qui leur colle à la peau, comme quoi les Agnis sont avares, est malheureusement fondé sur... Allez-y, pardon. Est malheureusement fondé sur on va dire, un fait culturel, voilà, des préjugés, des choses qui ne sont pas fondées, tout simplement. Alors, le peuple Agni, on va dire, est un peuple qui est un peuple... Qui est plus économe, si je peux le dire ainsi. Alors, le peuple Agni est un peuple économe, soucieux de la valeur de l'argent et porté justement sur des investissements réfléchis, tout simplement. On va donc conclure que c'est faux, les Agnis ne sont pas avares. Si, moi j'en connais un qui lui... un seul ne fait pas tous les Agnis. Oui, mais lui seul, il se reconnaîtra. Non, mais en vrai, il se reconnaîtra. Oui, c'est le seul Agni avare. Moi j'avais un professeur qui était Agni. On a parlé aussi de cette même situation, de ce qui se dit sur les Agnis. Et il nous a dit non, en fait, l'Agni, il est fier. Donc, du coup, l'Agni, il veut construire, l'Agni veut faire sa vie, l'Agni ne veut pas dépenser. Et vu que ce dernier ne veut pas dépenser, pourtant il a de l'argent, du coup, les autres disent, ah, bah, il est avare. Et comme le dit la jeune fille dans le reportage, ils veulent construire chez eux, ils ne veulent pas rester au pays, dans la région bredouille. C'est exactement ça. Alors, Franck, c'est un bon exemple quand même. Oui. Si tu permets, dans la culture des Agnis, justement, pour eux, la générosité ne s'exhibe pas. Elle se vit dans la durée, tout simplement. Et justement, cette générosité-là, on peut l'apercevoir pendant les fêtes, on va dire, générationnelles ou pendant les fêtes traditionnelles et aussi pendant les mariages, tout simplement. D'accord. Voilà. C'est vrai que ce n'est qu'une ébauche de votre rubrique. Exactement. Les Agnis sont en bas, les bêtis n'aiment pas laver, les Sénégalais n'aiment pas se laver, les femmes baoulées aiment les blancs. Il y a tellement de choses qu'on dit qu'on va checker au fur et à mesure pour en avoir le cœur net. Pour avoir le cœur net, on va encore recevoir une conteuse, une jeune dame, conteuse, hors pair, une journaliste. C'est Anne. Mais citizens d'amour, la Côte d'Ivoire égorge de plusieurs patrimoines. Et donc pour l'histoire d'aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte d'un symbole emblématique de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, la pyramide d'Abidjan. Située dans la commune du Plateau, cette tour de 15 étages conçue par l'architecte italien Rinaldo Oliviero dans le style brutaliste a été construite en 1970 jusqu'en 1973 pour symboliser la modernité et le progrès de la Côte d'Ivoire. La pyramide d'Abidjan est un exemple remarquable d'architecture brutaliste, caractérisée par l'utilisation de béton brut et de lamelles en aluminium. Haute de 61,95 mètres, elle a été conçue pour être un centre commercial
avec des bureaux innovants. Pour l'époque, bien sûr, il faudrait savoir que c'était reflétant, c'était une ambition de grande envergure, c'était de la modernité pour la Côte d'Ivoire qui était en plein essor économique. Au fil des ans, la pyramide d'Abidjan est devenue un lieu de rencontre et d'échange pour les Abidjanais ainsi que les visiteurs qui étaient des passages. Les bureaux et les commerces qui exerçaient là-bas étaient différents et se trouvaient dans les différentes tours. Et cela marquait encore la Côte d'Ivoire au centre d'une économie importante pour le pays. Elle a également été un lieu de rencontre pour les artistes, les intellectuels et les activistes qui ont organisé des événements culturels et des débats. Malgré son importance historique et culturelle, la pyramide d'Abidjan a connu des périodes de déclin et de négligence. Cependant, des efforts sont actuellement déployés pour restaurer et réhabiliter ce patrimoine architectural. Les projets de rénovation visent à préserver l'intégrité de la structure tout en l'adaptant aux besoins modernes des usagers de la Côte d'Ivoire. Retenons que la pyramide d'Abidjan est plus qu'un simple immeuble, c'est un symbole de résilience et d'espoir pour les Abidjanais parce qu'elle représente la capacité de la ville de se réinventer et de se développer tout en préservant son patrimoine. Elle est un rappel de l'histoire et de la culture ivoirienne, un témoignage de l'ambition et de la détermination de son peuple. Eh oui, qui sait où nous atterrisserons, où nous atterrirons pour le prochain numéro. Pour ce cas, mettez votre ceinture et préparez vos valises. Merci. Josiane. Voilà. Ça va? Mesdames et messieurs, voici Ghislaine, le mannequin de Grand Lac. Je deviens encore plus grande. Oh, c'est assez grande là-bas. La caméra vous montre. Encore plus. Ghislaine, ça va? Ça va, et fatiguée. Ça va. Vous êtes mannequin, vous êtes belle, vous êtes du Burundi. Exactement. Et nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir. Merci. Sur ce plateau, avec ce changement qu'on va opérer, juste pour laisser le temps de vous installer. Rosine, le temps de checker tout ça de l'extérieur. Oui. Vous nous regardez, hein, si jamais on dit. Bien sûr. Est-ce que c'est vrai qu'elle est du Grand Lac, là? Oui. C'est vrai? Oui, je le confirme. D'accord, ok, c'est fait, c'est confirmé. Allez, à tout à l'heure, Rosine. À tout à l'heure. Allez, bisous. Asseyez-vous. Merci. Un mannequin dans nos locaux. Un mannequin dans nos locaux, c'est un plaisir. Ah, c'est joli ça, ce que vous sortez. Merci. C'est de qui ça? C'est une styliste sénégalaise. Sénégalaise. Ouais. Comme quoi, toute la cité en parle, ça va partout, en Afrique, au Sénégal, au Cameroun, au Burundi, au Congo, au Cameroun, tout à l'heure on y était. Et puis je vous dis qu'on aura un représentant en Europe, Laurent Desbailly, qui nous enverra les échos de toute l'Europe. Et on aura aussi les shorts d'Askia. Askia de Paris. De Paris. Askia qui dirige un grand hôtel à Paris. Et tous ceux qui y passent là-bas. On va faire un petit coucou à toute la cité en parle. Toute la cité en parle. Alors, moi j'aimerais demander à Ghislaine comment est-ce qu'on dit bonjour en burundais? Oui. En kirundi. On dit le kirundi. En kirundi. Oui, oui, oui. Ah, merci. Et puis, pareil que chez vous, les noms sont très longs. C'est Ghislaine quoi? Ghislaine Hibarekegwa. Oui, c'est parfait ça. Moi, j'ai tout compris. Vous pouvez essayer de répéter. C'est pas comme Franck Amout. Alors, essayons alors. Boli. Hibarekegwa. Hibarekegwa. Oh, c'est pas si compliqué ça. Je ne dirais pas encore, mais ça va. Tu te alors, débrouilles. c'est Ghislaine. Alors, cette grande beauté remplace le nom qui est long. C'est pas grave, hein, on retient la beauté. Merci. Et chez vous, juste un dernier mot, il y a la danse. La danse de la vache. La vache. La fameuse danse. Il paraît que Ghislaine la danse très bien. Ah, ça, je sais. C'était une experte au Burundi. Comme ça? Non, en fait, on dit ça, la danse de la vache, juste parce qu'on imite les corps. Les corps de la vache. Ah, mais fais-nous un peu la danse de la vache, là. D'accord. Gigi, bravo d'être là. Merci, merci. L'Afrique en miniature, dans toute la cité en parle, vous accueille avec beaucoup de plaisir. Merci. En plus d'être belle, vous êtes mannequin, vous avez des astuces
des astuces pour nous booster. Je dirais pas. Pour nous booster, oui. Booster. Un bon booster. Un booster. Okay. C'est vendredi soir, on est tranquille, on a un peu de boost quand même, non? Oui. Exactement. Aujourd'hui, je veux vous parler du bissap. Le bissap. Exactement, que tout le monde connaît, j'imagine. De son nom scientifique Hibiscus sabdarifa, le bissap est une boisson traditionnelle faite à base de feuilles d'hibiscus séchées. C'est très courant, c'est très consommé dans toute l'Afrique. Oh, c'est quotidien ça, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique de l'Ouest et même dans les Antilles. C'est pas juste une boisson officielle des cérémonies. Hein. C'est une vraie potion magique et je vais vous en parler. Une potion magique? Ah oui. Ah, messieurs, potion magique. Potion magique. Alors, on écoute alors. Très magique. Potion magique. Potion magique, oui. Oui. D'abord, je vais vous parler des effets santé. C'est un anti-hypertenseur. Ça aide à faire baisser la tension artérielle. C'est très riche en antioxydants. C'est bon pour le vieillissement, la peau, le cœur. C'est un très bon digestif après des repas très lourds que ici après d'avoir mangé du foutou et de la sauce graine. Exactement. Ou du riz et de la sauce graine. Ou du riz et de la sauce graine. Décidément. C'est aussi très très faible en calories, à condition de ne pas y mettre 1 tonne de sucre. Donc si tu veux boire une boisson qui te rafraîchit, t'embellit et en même temps... Alors, il y a un mot qu'on aimerait entendre. Oui, ce fameux mot-là, c'est booster direct, non? C'était quoi? Donc, vous voulez parler, parce qu'on peut booster le bissap avec d'autres produits. Par exemple, du citron frais pressé. Ça booste le foie. Donc, ça réveille les enzymes digestives. Donc, vous prenez une tasse de bissap et vous y ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe. Et le résultat? Non, le résultat, c'est que ça va booster votre foie. Oui, mais il y a un mot que vous avez dit, le résultat? Non, ça booste. Non, on veut savoir. Il faut dire, oui. Boost direct. Quand on met du gingembre râpé, quand on mélange le bissap avec du gingembre râpé, vu que c'est un anti-inflammatoire naturel, ça donne un coup de fouet direct. Coup de fouet direct. C'est ce qu'on a. Coup de fouet direct, il sera la fin. Oui, c'est ce que j'attendais. Coup de fouet direct. Pour la fin. Toute la cité en parle est venue pour vous donner un coup de fouet direct dans vos VSD, car avec toute la cité en direct, le VSD ne sera plus jamais pareil. Ce sera un coup de fouet direct. On va retrouver nos pom-pom girls et terminer en beauté. Allez, les filles, venez. Allez, nous va bien. Toute la cité en parle. La cité parle. Nous, on l'écoute. Faut pas tomber. Ok. La cité parle, nous on l'écoute.
porte